Laurélie pour débuter tout ça. Merci Véronique, bonjour tout le monde. Merci à vous d'être présents à cette conférence de l'Observatoire. Donc, comme l'a mentionné Véronique, c'est toute l'équipe qui va s'adresser à vous aujourd'hui pour vous parler de l'évolution de notre grand dispositif québécois. Il va y avoir 3 grands axes qui vont vous être présentés, donc qui présentent l'ensemble de nos travaux, caractérisation et suivi de la qualité, interaction entre l'environnement et l'offre alimentaire dans différents milieux. Et on va aussi vous parler de mobilisation des connaissances. Comme le dit Véronique, on va se garder du temps pour discuter avec vous, explorer des pistes de collaboration, répondre à vos questions. Donc, si on revient un petit peu dans l'historique de la mise en place de l'Observatoire, c'est en 2016 que le mandat nous a été confié de créer un grand dispositif de suivi et d'information pour le Québec. L'Observatoire est financé par 2 ministères principaux, le ministère de la Santé, des Services sociaux et le MAPAC. C'est vraiment né d'un besoin exprimé par plusieurs partenaires de générer des données objectives sur la qualité de l'offre alimentaire au Québec et au Canada. Le mandat initial qui nous a été confié, c'est de suivre 3 principaux nutriments d'intérêt, le sodium, le sucre et le gras trans. Puis vous allez voir au travers de nos travaux qu'on a vraiment éclaté cette perspective-là, puis qu'on a essayé de faire bien plus avec le mandat qui nous a été confié. C'est à l'INAF que le mandat a été confié, puisqu'on est vraiment un institut de recherche qui se situe au carrefour des enjeux de l'alimentation, du secteur bioalimentaire et des enjeux économiques. Donc, c'est depuis 2005 qu'on travaille à la mise en place de ce projet-là, au développement de de méthodologie, etc. Donc, je l'ai mentionné, l'Observatoire est soutenu financièrement et soutient 2 grandes politiques publiques, la politique gouvernementale de prévention en santé et la politique bioalimentaire du Québec Nourrir le monde, soutenue par le MAPAC. La mission de l'Observatoire, c'est vraiment de suivre l'évolution de l'offre alimentaire afin de contribuer à l'effort collectif visant à améliorer sa qualité et son accessibilité. Et la vision qu'on s'est donnée, c'est vraiment d'être une source de référence reconnue à l'échelle canadienne et internationale sur toutes les questions qui touchent la qualité de l'offre alimentaire et le comportement d'achat des consommateurs. Donc, à l'équipe, on aime dire qu'on est l'observatoire de l'offre et de la demande, qu'on s'intéresse vraiment à ces 2 composantes-là, qu'on tente dans les 2 dimensions de contribuer au changement souhaité. Le plan stratégique que vous trouvez en ligne, si jamais ça vous intéresse de le lire, a 6 grandes orientations stratégiques, dont bien sûr, sans surprise, viser qualité et accessibilité pour tous, soutenir une prise de décision éclairée parce qu'on accorde beaucoup d'importance à l'utilité sociale de nos données, à s'assurer qu'elles soient comprises, utiles et utilisées, assurer le rayonnement et l'utilité sociale, maintenir et développer des partenariats structurants, accroître la portée nationale et internationale et assurer la pérennité. Moi, quand je les lisais en me préparant, je me disais, mon Dieu, on a évolué depuis. À partir de l'automne prochain, Véronique et moi, on va amorcer la réflexion pour le nouveau plan stratégique et la nouvelle programmation scientifique parce qu'on a atteint beaucoup de ces orientations-là. On va vous en parler ce matin. Pardon. Donc, je laisse Véronique continuer. Donc, dès le départ des travaux de l'Observatoire, on a décidé de se doter, en fait, d'une définition pour vraiment mettre la table, être certain qu'on rencontre là, les objectifs. Et d'ailleurs, ça fait partie là, des travaux de maîtrise de Jeanne Loignon, qui a été une étudiante là, dans l'équipe, qui a réalisé là, un examen de la portée, avec l'appui aussi de Mylène Turcotte, là, qui était dans l'équipe à ce moment-là. Et donc, je ne la lirai peut-être pas ici en détail, là, vous pourrez la retrouver là, sur notre site Internet, mais vous allez voir que les différents axes qui se déclinent, l'axe 1, l'axe 2, reflètent quand même assez bien là, ces éléments-là. Donc, c'est sûr que le cœur, c'est d'évaluer, suivre la qualité nutritionnelle de l'offre, mais on s'intéresse autant aux aliments qui sont préparés, transformés. La notion là, de respect des personnes, d'environnement, c'est des nouveaux indicateurs qu'on souhaiterait évaluer. Et vous allez voir que les enjeux liés au prix, à la disponibilité, à l'emplacement, à la promotion, c'est également là, des aspects qui vont être touchés autant à l'axe 1 qu'à l'axe 2. Donc, ici, vous avez notre programmation scientifique pour le moment. Comme Laurélie le disait, ça va être en renouvellement 2025-2026. Mais ici, vous avez nos 3 axes de recherche. Le premier qui est la caractérisation et le suivi de la qualité de l'offre alimentaire. Donc, les 2 projets principaux qui découlent de cet axe-là sont les études sectorielles et le chantier profilage. Donc, je vais vous en parler un petit peu plus loin. Ensuite, on a le deuxième axe qui est les interactions entre l'environnement et l'offre alimentaire dans différents milieux. Donc, on a ici les projets sur l'alimentation institutionnelle et l'alimentation nutritive et locale. Donc, on va pouvoir en discuter tantôt avec Anne-Sophie et Laure. Et on termine avec un dernier axe qui est la mobilisation des connaissances. Donc, c'est Laurélie qui va vous en parler et des
présentations comme aujourd'hui font justement partie là, de cet axe-là. Donc, si on y va maintenant avec l'axe 1, qui est celui que je dirige là, depuis le début là, de l'Observatoire. Donc, pour ceux qui sont peut-être un peu moins familiers là, avec les travaux de l'Observatoire, d'une part, vous voyez que notre équipe est quand même très grande à l'axe 1, puis qui s'est bonifiée aussi au fil des années. Puis quand on a débuté nos travaux, on est allé identifier des catégories d'aliments qui nous semblaient prioritaires. Parce qu'on ne pouvait pas rentrer dans une épicerie puis évaluer tout ce qui se trouve dans une épicerie. Donc, on est allé cibler des aliments qui étaient présents dans les différents foyers canadiens, donc québécois, donc un taux de pénétration élevé dans les ménages, qui avait aussi une variabilité dans la composition nutritionnelle. Donc, il n'y a pas juste des glucides, pour donner un exemple, puis il y a différents nutriments, puis qu'il y a une possibilité justement d'améliorer la valeur nutritive de ces aliments-là. Et bien sûr, on voulait s'assurer que c'est des aliments qui ont un impact sur la santé et donc il y a une pertinence là, de travailler sur ces catégories d'aliments-là. Donc, je vais y revenir tantôt là, au niveau là, de la méthodologie, mais évidemment, on débute toujours par une revue de la littérature et ensuite, on fait la collecte, saisie et l'analyse. Donc, vous voyez ici sur la ligne du temps le portrait initial des 15 catégories qu'on a fait là, au fil des années. Donc, vous voyez nos premières catégories qui datent de 2016 avec les céréales à déjeuner, les pains tranchés. Et donc, à chaque année, on faisait à peu près 3 catégories pour arriver au final là, aux 15 catégories là, qui ont été d'intérêt pour les travaux de l'Observatoire. Donc, sur notre site Web, vous avez le détail de chacune de ces différentes catégories-là. Donc, quand on parle des données, à quoi ça ressemble, d'une part, pour ce qui est de la composition nutritionnelle, ce qu'on fait, c'est qu'on se rend en supermarché, puis on achète tous les aliments qui sont présents dans ce lieu-là pour la catégorie donnée. Donc, si on s'intéresse aux pains tranchés, par exemple, l'équipe, les auxiliaires de recherche vont aller à l'épicerie, vont acheter tous les pains qui se retrouvent sur les tablettes, vont les apporter ici, vont prendre des photos des 4 faces des emballages, pour ensuite être en mesure de tout saisir l'information qu'il y a sur les emballages des aliments. Et c'est là qu'on est capable d'aller justement cibler là, la composition nutritionnelle avec l'information sur le tableau de valeur nutritive. Parallèlement à ça, on a aussi accès à des données d'achat, ce qui nous permet justement de tenir compte aussi des ventes, du nombre de produits là, qui est acheté là, par les consommateurs québécois. Et comme ça, on est capable de donner plus de poids, si on veut, aux aliments qui sont plus achetés, ce qui va avoir un impact là, important là, pour les analyses. Et donc, pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est le croisement là, des données avec le code unique de produit. Donc, quand vous allez à l'épicerie puis vous scannez vos produits à la caisse, c'est ce code-là, en fait, qui est notre clé pour joindre nos bases de données ensemble. Donc, qu'est-ce que ça a donné, notre portrait initial? Donc, ici, on fait vraiment un survol là, des différents axes. Donc, vous allez voir quelques résultats là, plus saillants. Vous voyez qu'au total, on a été capable d'identifier 5132 produits. Donc, ça veut dire qu'on a acheté 5132 produits au fil des dernières années. Et on a été en mesure de les croiser avec des données de vente pour 3941 produits. Donc, c'est quand même beaucoup parce que ça représente 79 là, des ventes là, pour la catégorie. Donc, on peut dire qu'on a une bonne représentativité là, des produits là, pour nos 15 catégories. Sur notre site Web, vous allez aussi pouvoir trouver là, notre rapport sur le portrait initial des 15 catégories d'aliments. En fait, il va être lancé sous peu. Et donc, dans les résultats principaux, ce qu'on a pu observer, si certains connaissent le pourcentage de la valeur quotidienne, c'est écrit sur le tableau de valeur nutritive, puis ça a été mis en place par Santé Canada. Quand c'est en bas de 5 ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup dans un produit. Quand c'est en haut de 15 ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Donc, on utilise ces seuils-là pour faire nos analyses. Et ce qu'on a vu, c'est que 66 des produits achetés qui ont des teneurs élevées en gras saturés, en sucre et en sodium. C'est pas rien, c'est quand même une majorité là, de produits. Et vous allez voir bientôt sur les tablettes, on commence à voir certains produits qui affichent un symbole sur le devant de l'emballage qui indique si l'aliment est riche en gras saturés, en sucre ou en sodium. Donc, on commence à les voir apparaître tranquillement. Et si on prend la même formule de calcul que ce qui va être appliqué là, pour la réglementation actuelle, puis qu'on l'applique aux 15 catégories d'aliments qu'on a étudiées entre 2016 et 2022,
on constate que 60% de ces produits-là qui auraient eu à afficher là, un symbole sur le devant de l'emballage. Donc, ça aussi, ça montre qu'il y a quand même des efforts là, à faire là, pour améliorer la valeur nutritionnelle des produits. Puis on s'est aussi attardé à identifier quelles sont les catégories en fait d'aliments qu'on devrait surveiller davantage parce que ces dernières vont contribuer plus à l'apport, à la consommation en gras saturés, en sucre et en sodium. Donc, c'est quoi les catégories d'aliments prioritaires? Donc, on voit ici que les pains tranchés, les céréales à déjeuner, les biscuits et galettes, les grignotines et les produits de fromage. Donc, c'est vraiment les catégories aussi sur lesquelles on va, si on veut, mettre des efforts là, pour bien les caractériser. Ensuite, la nouveauté depuis les dernières années, c'est nos portraits de suivi. Donc, toutes les catégories que je vous ai présentées, les 15 catégories que je viens de vous présenter, chacune d'entre elles, on les suit aux 5 ans. Donc, on refait le même exercice d'acheter tous les produits qui sont disponibles en épicerie pour faire le portrait, puis comparer ces données-là avec ce qu'on avait fait comme portrait là, juste avant. Donc, pour le moment, on a 7 catégories qui ont été évaluées, puis il y en a d'autres qui sont à venir là, dans les prochaines années. Donc, si je vous donne un exemple, parce qu'on veut faire un survol, donc l'exemple des barres granola, pour lequel on a fait le suivi en 2023, puis les données de départ dataient de 2018. Ce qu'on a d'abord observé, puis ça se reflète dans beaucoup de catégories, c'est l'évolution de l'offre qui est quand même assez importante. Vous voyez qu'il y a ici seulement 1% des produits qui sont identiques. Donc, c'est exactement le même emballage, que tout est pareil. Il y en a 58% que c'est des nouveaux produits, donc c'est pas rien, hein, c'est la moitié, plus de la moitié de l'offre. Puis il y en a 41% aussi qui ont été modifiés, que ce soit des modifications visuelles sur l'emballage, mais ça pourrait aussi être des modifications au niveau de la formulation. Là, on va se dire, ben, si on a été modifiés, ça doit être pour le mieux. Hein? Mais ici, ce qu'on voit, c'est que les barres modifiées de 2023 contiennent davantage de sucre et moins de fibres que les autres. Donc, ça ne s'est pas nécessairement amélioré là, pour cette catégorie-là. Ce qui n'est pas nécessairement le cas pour d'autres catégories. Donc, ça aussi, il y a des variations là, entre les catégories. Et de façon générale, on voit que les barres granola offertes en 2023 étaient plus riches en protéines et avaient un prix de vente en dollars constants plus élevé qu'en 2018. Donc, il y a vraiment des choses qui bougent là, dans les différentes catégories. Si on s'attarde maintenant au symbole nutritionnel dont je vous ai parlé précédemment, on voyait en 2018, on avait appliqué, comme je vous disais, là, la formule qui calcule, qui permet de déterminer si on va apposer un symbole ou non. On voit que 40% des produits qui auraient eu un symbole sur le devant de l'emballage. Et la situation en 2023, c'est qu'il y en a 49% en fait qui auraient eu un symbole. Donc, la quantité de produits, le pourcentage de produits est maintenant plus élevé. Donc, les perspectives maintenant pour les suites de l'axe 1. Le suivi, jusqu'à présent, on l'a fait pour 7 catégories sur 15. Donc, on a presque la moitié là, du chemin de fait. Et ce qui fait qu'on pourra faire un portrait global des 15 catégories, le suivi en fait de ces 15 catégories-là, probablement aux alentours de 2026. L'autre projet aussi sur lequel on travaille, c'est l'optimisation aussi de la méthodologie. Vous vous rendez compte qu'en achetant plein de produits puis en rentrant manuellement, c'est manuellement les informations, ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Donc, on collabore présentement avec la plateforme de bioinformatique pour voir comment on pourrait automatiser la saisie des données puis la classification également des produits. On s'intéresse aussi à développer de nouveaux indicateurs. J'en ai glissé un petit peu un mot quand je vous ai parlé là, de la définition. Mais entre autres, on s'intéresse à la liste des ingrédients, à la naturalité, c'est les travaux là, que Dylan a fait justement à la maîtrise. On a aussi beaucoup de données liées au prix, à la disponibilité, donc c'est aussi là, des éléments qu'on va pouvoir étudier davantage. Il y a aussi l'impact environnemental, donc Virginie Drolet-Labelle, qui est dans l'équipe de l'ANA, va entre autres s'intéresser à l'impact environnemental des boissons laitières, donc boissons laitières et végétales, donc ça sera un petit pas de fait là, à ce sujet-là. Et on a aussi des données sur l'emplacement, la promotion. Donc, ça aussi, c'est des éléments qu'on pourrait investiguer davantage. Donc, c'est le dernier point. On ne le voit pas bien, il embarque là, sur le logo, mais s'il y a des étudiants qui pourraient s'intéresser à ces différentes
thématiques-là, ces questions de recherche-là, on est toujours ouvert là, à accueillir là, des étudiants dans notre équipe de recherche. Et même chose aussi, si certains chercheurs, ça vous allume des questions de recherche, ça aussi, on est toujours très ouvert. Et l'autre dernier point qu'on va débuter bientôt avec le comité scientifique, c'est qu'on envisage également faire des courtes collectes annuelles pour les catégories prioritaires, parce qu'aux 5 ans, c'est quand même long. Donc, ça prend du temps avant qu'on ait des données, puis ce n'est pas vraiment en temps réel hein, dans ce temps-là. Et donc, on regarde la possibilité de peut-être cibler certains produits qu'on pourrait suivre à chaque année, puis tout ça. Donc là, c'est présentement dans l'état d'idéation, puis on va tranquillement voir comment on pourrait là, mettre ça là, au niveau méthodologique. Maintenant, chantier profilage nutritionnel. Comme vous voyez, c'est la photo de Marie-Ève Labonté qui est là. Donc, ce n'est pas Marie-Ève ici qui est présente. Marie-Ève est présentement avec sa petite fille, son petit bébé. Et donc, c'est moi qui prends le relais pour décrire le chantier profilage nutritionnel. Donc, pour ce chantier-là, encore une fois, Marie-Ève est épaulée par une bonne équipe. Et vous le savez, Marie-Ève, c'est son sujet de recherche principal, le profilage nutritionnel. Donc, c'est quoi pour ceux qui connaissent moins ce domaine-là? C'est une science qui permet de classifier les différents aliments en fonction de leur composition nutritionnelle et vraiment dans un but de prévention et de promotion de la santé. Comment ça fonctionne? C'est que d'une part, on va avoir des intrants. Les intrants, c'est les nutriments qu'on va retrouver dans les produits. Puis aussi peut-être des fois d'autres composés qui font partie là, de ces aliments-là. On va prendre certains de ces composantes-là qu'on va mettre dans un algorithme, donc une formule pour calculer ensuite un score ou des classifications qui vont nous permettre de catégoriser les aliments. Donc, ça va aller sur un continuum de meilleure qualité nutritionnelle vers moins bonne qualité nutritionnelle. Donc, pour le moment, à l'Observatoire, comme je vous l'ai présenté tantôt, on a fait surtout nos analyses en lien avec les nutriments principaux d'intérêt, comme les gras saturés, les sucres, le sodium. Mais avec le profilage nutritionnel, ça permettrait d'avoir un score plus global pour évaluer la qualité des aliments. Et c'est d'ailleurs un aspect qui a intéressé le gouvernement, donc via la politique gouvernementale de prévention en santé. Il y a eu un financement du ministère de la Santé et des Services sociaux conjoint avec le MAPAC pour justement travailler à identifier des outils de profilage nutritionnel qui seraient fiables, utilisables dans les commerces par les consommateurs pour faciliter la reconnaissance des aliments de bonne qualité nutritionnelle de façon globale, mais aussi les soutenir là, dans leur choix d'aliments nutritifs. Donc, c'est ça l'objectif ici du chantier profilage nutritionnel. Donc, c'est un chantier qui se découpe en 3 volets principaux. Pour le moment, on a réalisé le premier volet qui était les revues de littérature. Et donc là, on amorce là, le deuxième volet. Donc, c'est ça que je vais vous présenter rapidement, donc le survol de ces 2 volets-là. Donc, d'abord, pour ce qui est du premier volet au niveau des revues de littérature, on a d'abord été en mesure d'identifier les outils de profilage nutritionnel qui étaient les plus pertinents dans la littérature scientifique. Et il y en a 4 qui sont ressortis comme étant plus intéressants. D'une part, le Nutri-Score, dont vous avez peut-être entendu parler si vous avez, par exemple, été en Europe, en France. Vous voyez maintenant ces logos-là sur le devant de l'emballage pour identifier la qualité nutritionnelle des produits. Donc, il y a cet outil de profilage nutritionnel-là qui a été identifié comme pertinent. Ensuite, il y a aussi le Health Star Rating, qui est plutôt, lui, utilisé en Australie, Nouvelle-Zélande, où là, on va avoir une cote avec des étoiles, en fait, pour identifier la qualité nutritionnelle des produits. Évidemment, on ne pouvait pas passer à côté du symbole nutritionnel de Santé Canada, parce que c'est l'outil, en fait, qui va être utilisé ici au Canada. Donc, ici, c'est un outil où on va identifier des nutriments lorsqu'ils sont plus élevés. Et un dernier outil qui est plus nouveau, qui est utilisé plus à l'international, qui n'a pas nécessairement un logo en tant que tel. On peut l'utiliser en lui donnant le logo qu'on souhaite. Et donc, ça s'appelle le Choices 5 Level Criteria. Donc, c'est un autre outil de profilage nutritionnel. Donc, on a nos 4 outils prioritaires pertinents. Maintenant, ce qui nous intéresse aussi dans le chantier de profilage, c'est de voir c'est quoi les modalités d'utilisation qui sont pertinentes pour transmettre les informations
aux personnes, aux consommateurs. Donc, on voit ici dans la littérature qu'il y a plusieurs modalités d'utilisation ou types d'intervention. Ça peut être des outils technologiques, ça peut être des emplacements ciblés là, dans les magasins, ça peut être des messages aussi qui vont inciter à choisir un aliment plutôt qu'un autre. Mais ce qu'on voit qui revient le plus souvent, ce sont les étiquettes avec de l'information nutritionnelle qui apparaissent sur les étagères des rayons ou sur le nom des produits quand c'est des produits qui sont en ligne. Donc, c'est la modalité d'utilisation qui serait probablement retenue là, dans le cadre du chantier profilage. Maintenant, pour ce qui est du volet 2, donc on a fait les revues littérature, on a identifié qu'est-ce qui était le plus pertinent. Maintenant, dans le deuxième volet, on va utiliser une étude virtuelle, en fait, pour, si on veut, mettre au défi ces différents outils de profilage-là, puis voir lesquels permettent aux gens de mieux discriminer là, les différents aliments là, qui leur sont présentés. Donc, pour réaliser ce travail-là, il y a eu un développement du questionnaire qui a été quand même assez important, où on a consulté l'équipe des études sectorielles. Donc, on se parle là, entre différentes équipes. Et donc, avec l'équipe des études sectorielles, on était en mesure de faire le choix des 5 catégories là, qui seraient utilisées là, dans le cadre de ce questionnaire-là. Donc, on a d'une part regardé les catégories d'aliments qui sont les plus vendus. Donc, on a les données là, pour le faire. Donc, on a regardé ça d'abord. On s'est assuré aussi que le type d'aliment qui serait choisi soit complémentaire, donc pas tous des produits céréaliers, par exemple. Et la dernière chose, c'est la représentativité aussi dans l'offre actuelle. Donc, on a été allé chercher aussi les catégories d'aliments pour lesquelles on avait les données les plus récentes. Donc, ce que ça a donné, les 5 catégories d'aliments finalement qui ont été ciblées, c'est d'abord les repas surgelés pour représenter les dîners, les céréales à déjeuner pour représenter justement le déjeuner du matin, les barres granola pour les collations, les yogourts et desserts laitiers pour dessert et collation, et finalement les pizzas surgelées pour le souper. Donc, pour ces 5 catégories d'aliments-là, ensuite, ce qu'on a fait, c'est, bien là, il faut identifier les valeurs nutritives, en fait, qu'on va utiliser pour les exemples d'aliments. Donc, toujours en collaboration avec l'équipe des études sectorielles, on a fait une présélection des produits qui avaient différentes compositions nutritionnelles. Ensuite, il y a eu une évaluation en double codeur en utilisant les 4 outils de profilage nutritionnel que je vous ai présentés plus tôt, qui sont ressortis là, de la littérature scientifique. Et par la suite, pour chacune des catégories, il y a 3 produits dans les bases de données qui ont été identifiés, qui montraient là, des niveaux là, de profils nutritionnels différents. Et donc, c'est ces aliments-là qu'on a utilisés là, pour la suite. Donc, il y a 15 produits qui ont été retenus au final, donc 3 par catégorie là, pour les 5 catégories. Et qu'est-ce qu'on a fait? On ne voulait pas évidemment que les gens soient influencés par la marque ou par le fait qu'ils connaissent déjà cet aliment-là. Donc, avec la compagnie de graphisme Colpron, il y a des emballages fictifs qui ont été créés pour ces produits-là, mais qui respectent vraiment ce qu'on verrait habituellement sur cet emballage-là. Donc, s'il y a une mention par rapport à une quantité là, on voit ici là, pas d'arachide ou des choses comme ça. Donc, ça va tout être représenté là, sur l'emballage. Donc, vous avez ici des exemples pour 3 barres, les 3 barres granola qui ont été retenues. Donc, une barre qu'on appelle protéinée, une barre tendre, une barre fruits et avoine. Donc, peut-être que certains d'entre vous reconnaissez là, des produits que vous consommez peut-être. Et donc, c'est ces exemples-là qu'on va utiliser là, dans le questionnaire en ligne. Donc, les gens, ce qu'ils vont avoir à faire, c'est dans une étude virtuelle, l'image que vous venez de voir va apparaître et ils vont devoir faire un exercice de classement des produits avec l'un des outils de profilage nutritionnel là, qui a été distribué aléatoirement là, selon les différents produits, les différentes catégories de produits. Et ils vont devoir identifier lequel des produits est le meilleur selon eux, puis lequel des produits est le moins bon selon eux. Et donc, ça va être fait là, de façon randomisée pour que chacun des outils soit utilisé là, lors du questionnaire. Ensuite, on va demander aux gens s'ils ont reconnu qu'il y avait des logos ou quelque chose de différent là, sur les produits, à quel point ils les ont appréciés, puis c'est quoi aussi leur perception de ces symboles-là. Et en troisième partie, on va également évaluer leur littératie en santé, parce que ça aussi, hein, c'est une donnée qui est importante, parce que
selon notre niveau de littératie, on peut interpréter là, différemment l'information qu'on nous donne. Donc, ça aussi, c'est un point important. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire pour l'axe 1. Je vais passer la parole maintenant à Anne-Sophie pour la suite. Donc, bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'ouvrir cette section sur l'axe 2. Je vais m'attarder au projet alimentation institutionnelle qu'on appelle affectueusement le projet ALINS. ALINS 1 et ALINS 2 parce qu'il y a deux phases à ce projet-là. Une première phase qui a lieu en 2019 et 2021 et une seconde phase en 2022 et 2025. Pour ce projet collabore actuellement la phase 2, Stéphanie Harrison, qui est professionnelle de recherche pour le projet, et Justine Chouinard, qui est étudiante sur ce projet. Je tiens à dire aussi que l'ensemble des travaux à l'INS se fait en collaboration toujours avec Laure Solet et Marie-Ève Lavonté. Nous sommes un trio de chercheuses qui travaillons ensemble et qui aimons travailler ensemble. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter les différentes phases de ce projet. Donc, là, on parle d'alimentation institutionnelle, mais de manière générale, on s'intéresse, oui, à la qualité de l'offre dans les institutions, mais principalement dans les établissements de santé. On s'intéresse principalement aussi à l'offre qui est servie aux usagers, donc aux patients et aux gens qui fréquentent les différents établissements de santé. L'objectif général de la première phase du projet, c'est de s'intéresser aux outils de mesure qui permettent d'évaluer et suivre la qualité de l'offre alimentaire dans les établissements de santé. Parce qu'on s'est dit, il y a certainement des outils qui existent déjà qui vont nous permettre d'aller documenter cette qualité de l'offre alimentaire. Et donc, pour ce faire, comme premier objectif, on est allé voir dans la littérature qu'est-ce qui existait déjà. C'est le travail de Pascal Bélanger, qui était le fruit de sa maîtrise, qui nous a permis de faire une revue systématique et d'identifier 77 outils différents qui existaient déjà pour évaluer la qualité de l'offre alimentaire. Il y en a qui s'intéressaient, par exemple, aux caractéristiques des menus, mais la plupart s'intéressaient davantage plus à la satisfaction de l'usager dans ces milieux. Très peu d'outils s'intéressaient à ces deux aspects. De ces 77 outils-là, on en a sélectionné 6 qui nous apparaissaient comme les plus complets et les plus intéressants. On s'est dit, est-ce que ces 6 outils-là pourraient être utilisés dans notre contexte québécois? On les a donc soumis à des groupes de discussion qui incluaient des experts, et ces experts-là nous ont principalement mentionné qu'il n'y en avait pas d'outils qui étaient idéal au contexte québécois. Ce qui est ressorti aussi de ces discussions-là, c'est qu'un outil qui devait être créé devrait s'intéresser à la fois aux caractéristiques du milieu des menus et également à la satisfaction des usagers. Donc, deux principaux volets étaient mentionnés ici. Donc, ça nous a amené à la phase 2 du projet qui visait à développer un outil d'évaluation de suivi de la qualité de l'offre alimentaire qui pourrait être utilisé dans les centres hospitaliers, dans les centres d'hébergement de soins de longue durée et maintenant dans les maisons des aînés et alternatives du réseau de la santé et des services sociaux du Québec. Donc, cette phase 2 se décline en 4 objectifs spécifiques. Le premier était de développer et de valider le contenu de l'outil. Ensuite, d'explorer comment on allait administrer cet outil-là et de considérer comment on allait calculer un score. Comment on allait dire, bon, ben, c'est une bonne qualité alimentaire. Ensuite, on vise à tester l'outil sur le terrain et finaliser l'outil. Pour la première phase, qui était le développement de contenu, premièrement, en consultant les utilisateurs potentiels au moyen d'entrevues et de questionnaires, on les a questionnés à savoir c'est quoi les éléments essentiels qu'on doit inclure dans notre questionnaire qui vont nous permettre d'avoir une bonne idée de la qualité de l'offre alimentaire. En ayant ces éléments en tête, on est allé fouiller dans la littérature avec nos outils existants. On a identifié des questions qui existaient déjà qui pouvaient être utilisées pour notre questionnaire. Ensuite, on a traduit et adapté certaines de ces questions-là et on a dû en créer de nouvelles pour aller adresser certains éléments qui ont été mentionnés par nos utilisateurs. On a ensuite rédigé un prototype d'outil avec un processus quand même assez long, itératif en équipe pour arriver à un prototype d'outil. Pour tester ce prototype d'outil-là, ou pour le valider, pour valider le contenu, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé la méthode Delphi. Donc, on est allé interroger plusieurs utilisateurs potentiels, donc plus de 20. Ça incluait des responsables de services alimentaires de différentes régions et de différentes missions aussi, donc des personnes qui étaient en CHSLD, d'autres qui étaient en centre hospitalier. Ça incluait aussi des partenaires ministériaux de différents ministères, ainsi que des chercheurs.
Et donc, sur 2 itérations, on leur a demandé qu'est-ce qu'ils pensaient du contenu? Est-ce que les questions étaient claires? Est-ce que les questions étaient pertinentes? Au terme de ce processus, on est arrivé avec un questionnaire qui contient 2 parties. La première partie qui est à l'écran ici, c'est la partie qui s'intéresse aux caractéristiques du milieu et des menus servis. Cette partie-là doit être remplie par la personne qui est en charge du service alimentaire et elle contient 37 questions. La première partie du questionnaire s'intéresse davantage aux caractéristiques du milieu. Donc, c'est quoi les méthodes de production, de distribution, combien de repas sont servis, est-ce qu'il y a plusieurs options au menu, qui planifie les menus, qui fait les changements au menu, et on a une question également sur le coût repas. La deuxième partie, le deuxième volet s'intéresse à la caractéristique des menus servis. Donc, c'est quoi les catégories d'aliments du gars qui sont au menu, à quelle fréquence, par exemple, combien de fruits sont offerts par jour, combien de produits à grains céréaliers sont offerts par jour. On questionne aussi sur différents nutriments d'intérêt, notamment sucre, sodium, entre autres. On questionne aussi sur les collations, la valorisation des protéines végétales, le gaspillage alimentaire, la gestion des déchets et la provenance des aliments. Donc, ça, c'est pour notre première partie. L'autre partie s'intéresse davantage à la satisfaction des usagers. Puis pour cette partie-là, on a 2 versions. Une version qui est spécifique à la courte durée et une version qui est spécifique aux soins de longue durée, parce que bien évidemment, l'expérience n'est pas la même dans ces 2 milieux. Si on regarde la première partie, pour la première clientèle qui est en courte durée, ce qu'on remarque, c'est qu'on va les questionner sur la caractéristique des aliments, le service du repas, le contexte organisationnel, différents aspects socioculturels et les portions servies. Ce qui est le plus du côté de soins de longue durée, c'est tout ce qui a trait à l'environnement physique. Donc, plus à l'expérience repas, ce qui est quelque chose d'important dans les CHSLD. Puis, ce qui est commun à ces 2 questionnaires, c'est une partie au départ qui doit être remplie cette fois-ci par un membre du personnel et qui s'intéresse aux caractéristiques de l'usager. Donc, quel âge a-t-il? Quelle est la raison de l'hospitalisation? Et quels sont les régimes qui lui sont attribués? Parce qu'on sait que si, par exemple, l'usager a une texture modifiée, ça peut certainement modifier la satisfaction qu'il a de son repas, de ses menus. Donc, voilà pour la seconde partie du questionnaire. Le deuxième objectif est d'explorer les méthodes d'administration et les éléments considérés pour un score. Donc, pour ce faire, on a également recruté des utilisateurs potentiels de différents milieux, encore des responsables de services alimentaires et des partenaires ministériels. Puis, à l'aide d'un guide d'entrevue, on a tenu des groupes de discussion qu'on a ensuite transcrits et analysés pour aller voir c'est quoi les réponses à nos questions. Une des premières questions qu'on avait, c'est à quelle fréquence devrait-on faire le suivi de la qualité de l'offre alimentaire? On a eu des réponses très, très variables qui étaient souvent expliquées par la disponibilité de la main-d'œuvre pour s'assurer de la complétion du questionnaire. Donc, entre 6 mois et 2 ans, je dirais que ce qui revenait le plus souvent, c'était une étude annuelle. Ensuite, on leur a questionné comment vous voudriez que les résultats vous soient présentés une fois que la collecte de données est faite. Donc, il y avait 2 formats qui étaient souhaités. Le premier, c'était une espèce de page résumée avec voici les principaux constats de la collecte de données. Et ils aimeraient aussi avoir accès aux résultats complets pour aller creuser certaines questions et voir un peu où les questions étaient mieux réussies et moins bien réussies. Finalement, on a questionné sur le calcul d'un score, ce qui est l'élément un petit peu plus délicat du questionnaire. Comment est-ce qu'on peut quantifier un peu l'offre alimentaire? Donc, les éléments qui nous ont été mentionnés pour cette question-là, c'était que, bon, il fallait que ça soit basé sur l'atteinte des recommandations, s'il y en a qui existent pour les questions spécifiques. Il fallait aussi que ça soit basé sur l'évaluation initiale. Donc, de où l'installation part, puis maintenant, comment celle-ci peut s'améliorer à partir de où elle part. Puis ensuite, d'avoir des sites personnalisés aussi par installation. Les prochaines étapes pour ça vont être de faire une revue de la littérature et puis de mettre ça en commun avec ce qu'on a obtenu dans nos groupes de discussion pour développer une méthode de calcul qui soit adaptée à ce qui a été mentionné par nos utilisateurs potentiels. Le troisième objectif est de tester l'outil terrain, ce qui demande des étapes préalables d'approbation éthique.
pour aller ensuite collecter les données dans les milieux, d'analyser ces données-là et éventuellement de faire des modifications à l'outil. Ce qu'on vise par cette étape-là, c'est de voir est-ce que c'est vraiment faisable, puis comment l'usager perçoit notre questionnaire, puis comment les gestionnaires de services alimentaires le perçoivent. Donc, on est en train de réaliser ces étapes-là. On a terminé pour ce qui est du CHU de Québec de l'Université Laval, le site CHU. On vient d'avoir l'approbation éthique ce matin pour aller passer nos questionnaires à l'UICPQ et à venir le 6 de la capitale nationale et le 6 de Chaudière-Appalaches s'en viennent. On s'est limité à ce qui était proche pour le moment en raison des contraintes éthiques, mais si on a le temps, on souhaite élargir nos tests un petit peu plus loin qu'à l'âge. Donc, à court terme, on souhaite avoir un outil adapté au contexte québécois, standardisé, fiable, qui répond aux besoins des partenaires ministériels et des gestionnaires de services alimentaires. À moyen terme, ça va nous permettre d'obtenir un portrait de l'offre alimentaire dans les établissements de santé. Puis, ce qui est vraiment important pour nous, puis je ne l'ai peut-être pas assez dit là, dans ma courte présentation, c'est qu'on veut que cet outil-là soit utile pour les gestionnaires puis que ça permette réellement d'améliorer l'offre alimentaire s'il y a lieu dans les établissements. À plus long terme, on souhaite que la satisfaction des usagers soit améliorée, qu'il y ait une diminution de la malnutrition et aussi du gaspillage alimentaire. Alors, c'est ce que j'avais à vous raconter. Je passe maintenant la parole à Laure Soleil. Merci. Alors, merci beaucoup, Anne-Sophie. Donc, deuxième projet sur la qualité de l'offre en institution, et puis deuxième projet de notre trio, donc avec Anne-Sophie et Marie-Ève. Donc, le projet ANEL pour alimentation nutritive et locale, il est né d'un constat. C'est le constat d'une certaine effervescence autour de la question de l'approvisionnement local en institution. Une effervescence qui est notamment attribuable au fait qu'il y a une stratégie nationale d'approvisionnement en aliments québécois, la SNAC pour les intimes, qui est initiée depuis maintenant 2 ans par le MAPAC et qui encourage effectivement les institutions à réfléchir à se doter d'une cible d'achat d'aliments québécois. Alors, tout ça intervient évidemment dans un contexte dans lequel l'alimentation institutionnelle, il y a des objectifs qui sont autres que la provenance. Notamment, il y a une exigence d'exemplarité sur le plan de la qualité nutritive. Ça tombe bien, nous, on est l'Observatoire de la qualité de l'offre alimentaire. Alors, on a initié le projet ANEL dans ce contexte. Et puis, parce que nous, on s'est dit, il y a peut-être un besoin quand même d'accompagner ces institutions pour que finalement l'un ne se fasse pas au détriment de l'autre, on ne commence pas à perdre de la qualité d'un côté pour en gagner de l'autre, on essaye d'intégrer ces deux choses-là, qui ne sont pas a priori comme ça de facto intégrables et intégrées. Donc, on souhaite mieux accompagner les institutions. Alors, notre équipe, en plus des 3 chercheurs principaux, est composée de 2 professionnels de recherche, Jeanne Loignon, qui a déjà été expliquée pour ceux qui ont bien suivi au tout début de la présentation de Véronique, donc elle est dans l'équipe depuis un moment, Élie Gauthier et une étudiante, Florence Lemirdel, qui est à la maîtrise en sciences de la consommation. Je tiens aussi à souligner ici le travail de Michel Cornet, qui n'est plus dans l'équipe maintenant, mais qui a beaucoup contribué aux premières étapes du projet ANEL. On est à peu près à la moitié de notre projet, donc je vais vous présenter un petit peu le déroulement puis quelques résultats. Donc, l'objectif qu'on s'est fixé, c'est de développer un prototype. On démarre, donc ça va être un prototype d'outils d'aide à la décision, qui est vraiment qui va cibler les établissements de santé, un petit peu comme l'a mentionné Anne-Sophie tout à l'heure. On parle d'offres alimentaires en institution, mais la plupart de nos travaux se focalisent quand même sur les établissements de santé, même si vous allez voir, on a aussi des résultats sur les autres milieux institutionnels, puis on a l'ambition évidemment d'aller plus loin dans les suites. Mais on va se focaliser pour guider les établissements de santé du Québec dans la mise en place d'une offre alimentaire justement nutritive et locale. Alors pour ça, on s'est donné des objectifs à différentes étapes. On en a 3 grandes des étapes. La première, ce qu'on appelle l'objectif 1, qui est ici, vous voyez les sous-objectifs 1.1, 1.2, mais l'idée de tout ça, c'est déjà de comprendre de quoi on parle. C'est-à-dire, c'est quoi la vision de ce que devrait être une alimentation locale et nutritive? C'est quoi la visée? C'est quoi la vision? Qu'est-ce que dit la science là-dessus?
Puis les gens qui le font déjà, là, les établissements qui arrivent déjà à le faire, qu'est-ce qu'ils font? Ça ressemble à quoi? Alors ça, c'est globalement objectif 1 et objectif 2, sous-objectif 1.1.2. Là, on a quasiment fini cet objectif-là, donc c'est là-dessus que vont porter le reste de mes diapos. Donc, je vais vous présenter quelques résultats. On a aussi un deuxième objectif. Celui-là, je ne vais pas trop en parler aujourd'hui, sinon pour dire qu'on travaille en collaboration avec d'autres instituts, notamment l'ITHQ, qui est l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, qui travaille lui-même sur l'accompagnement des institutions à l'accroissement de leur cible d'achat d'achat local. Hein. Donc, on travaille ensemble pour comprendre comment intégrer de l'information nutritive à des bases de données qui contiennent déjà de l'information sur la provenance, mais que l'ITHQ est en train de développer. Ça s'appelle TraceEco. C'est un outil qui va être à disposition des institutions pour accéder à de l'information sur les produits et être capable de faire des choix éclairés sur les produits à terme. Donc, nous, on apporte l'information nutritive et puis l'ITHQ travaille sur la provenance globale. Dernier objectif, celui dans lequel on est en ce moment, c'est de finalement faire le portrait de comment on prend des décisions dans les institutions, puis c'est à quels endroits qu'interviennent les questions de la nutrition, les questions de la provenance. Puis nous, on pressent que ça ne va pas être tout à fait les mêmes personnes qui vont être impliquées, donc on va essayer de dresser le portrait de ces processus décisionnels pour ensuite être capable de répondre aux besoins, d'identifier les points critiques et de répondre aux besoins d'accompagnement à l'aide de notre fameux outil d'aide à la décision. Alors, donc ça, c'est en cours. Ce qu'on a déjà fait. Première chose, je vous ai dit, on veut définir notre vision parce que personne ne sait vraiment ce que c'est qu'une alimentation institutionnelle, nutritive et locale. Donc, quand on a besoin de définir des concepts, ce qu'on fait dans notre monde, c'est des revues de la portée. Donc, c'est exactement ça qu'on a fait. Autour de la question suivante, hein, est-ce qu'une offre alimentaire peut être à la fois nutritive et locale? Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, on a aussi examiné les barrières et les facilitants à l'intégration des deux. Alors, regardez si elles avaient déjà été étudiées en vue de notre recherche. On a repéré, en faisant cette recherche, 804 études. On a fait des sélections, on a conservé 457 inclus, etc. Donc, on a finalement réussi à trouver un sous-ensemble d'études pertinentes. On est en train d'écrire l'article scientifique, mais il y a déjà un rapport qui a été publié, qui a été en tout cas écrit. Alors, quelques grands constats qu'on sort de cette littérature. Premièrement, et ça ne va pas être une surprise si vous travaillez sur l'alimentation locale, le local, là, ça veut dire plein de choses. Et puis, quand on parle de l'alimentation locale en institution, on tombe sur plusieurs modèles, plusieurs visions très différentes. Globalement, il y a une vision qui est une vision finalement de circuit court, hein, c'est local comme bon, ça c'est un premier ensemble de modèles d'approvisionnement local en institution, c'est pas le dominant, mais on a quand même cette définition. Deuxième définition, c'est vraiment la proximité géographique, c'est-à-dire la distance, hein, vraiment, je ne suis pas très loin des producteurs, puis je m'approvisionne autour de mon institution. Puis troisième définition, qui est en fait celle qui est celle de la SNAC, hein, c'est par zone, je dirais, administrative. Hein, c'est l'alimentation locale, elle est produite dans ma province, par exemple, au Québec. Donc les aliments sont québécois. Que j'habite en Outaouais ou en Gaspésie, si j'ai le logo Aliments du Québec, j'achète local au sens de cette définition. Le fait qu'il y ait ces trois définitions, ça veut dire que les résultats de la littérature sur les liens entre le local et le nutritif, ils ne sont pas très clairs parce que en fait, on ne parle pas tous du même local. Donc, je ne suis pas tellement capable de vous dire s'il y a un lien entre la qualité nutritionnelle et la provenance, parce qu'en fait, ça n'a pas vraiment été étudié très clairement. Et en réalité, on n'a pas vraiment de lien démontré. A priori, il n'y a pas de raison que les produits locaux soient plus ou moins nutritifs comme ça que les produits provenant d'ailleurs. Mais, très important, deuxième gros résultat de la littérature, c'est que, par contre, tout le monde est convaincu que c'est le cas. C'est-à-dire, quand on dit local, tout le monde pense, et tout le monde, c'est tous les consommateurs, mais aussi tous les acteurs de la chaîne, hein, la plupart pensent que, de facto, un aliment local, il va être plus sain. Pourquoi? Parce que, dans les faits,
en fait, quand je commence à manger local, je m'intéresse davantage à mon alimentation, puis sans doute que je mange effectivement plus sain. Ce n'est pas parce que les produits sont meilleurs, je choisis d'autres produits et donc j'ai une alimentation plus saine. Ce qu'on voit aussi, et puis un autre élément qui explique ce lien, c'est que la majorité des études qu'on a trouvées qui portaient sur l'alimentation locale, l'intégration d'aliments locaux en institution, en fait, ça se passait dans les écoles aux États-Unis, mais c'est surtout que ça portait sur une certaine catégorie d'aliments locaux, qui étaient les aliments frais. Donc là, à nouveau, on part de quelque chose qui est très très large, l'alimentation, l'approvisionnement local, mais en fait, on parle de certains types d'aliments, notamment les fruits et légumes. On a aussi dressé un portrait, je ne vais pas revenir dessus, mais des barrières et facilitants pour concilier le local et le nutritif. Mais globalement, ce qu'on retient, c'est que ce n'est pas vraiment comme ça que c'est approché la question. On n'approche jamais la question du nutritif et du local en même temps. On se met dans une démarche d'alimentation locale et puis on regarde éventuellement si la qualité nutritive suit. Alors, notre deuxième objectif, enfin sous-objectif, ça a été d'identifier des initiatives exemplaires. Ce qu'ils font bien, qu'est-ce qu'ils font? On a été voir 6 milieux qui étaient vraiment connus entre nous, là, comme ayant bien réussi leur intégration d'aliments locaux, puis ayant une offre jugée saine, puis on a été leur demander ce qu'ils faisaient et quelle était leur vision. Alors, en très bref, ce qu'on a vu, c'est que d'une part, dans tous ces établissements, quasiment, le modèle dominant, c'était justement l'approvisionnement local au sens de l'approvisionnement québécois, ce qui est assez logique. Il y a cependant certaines initiatives où ils vont un petit peu plus loin, ils resserrent davantage leurs critères. C'est le cas notamment du SUS Saguenay. La plupart des initiatives qui se démarquent, même dans nos initiatives exemplaires, il y en a qui se démarquent encore plus. Ils avaient dédié une personne à ce dossier de l'alimentation locale et puis ça se voit, ils vont un petit peu plus loin que les autres dans la démarche. À nouveau, on voit que la plupart des aliments qui sont concernés par ces projets-là, ces projets exemplaires, c'est en fait les fruits et légumes, les produits laitiers et les protéines. On ne parle pas vraiment d'aliments transformés. Voilà. Donc ça, c'est un résultat. Puis quand on parle vraiment de la conciliation, là, on vérifie que même dans ces établissements exemplaires, ça n'a pas été conçu comme ça, ces projets. Ça n'a pas été conçu en se disant on va intégrer le local, le nutritif, on va faire tout ça. C'est vraiment d'abord le local. On a d'ailleurs priorisé les établissements nous ont dit, la moitié des établissements nous ont dit, quand même, on privilégie le nutritif. Si on voit vraiment que la version locale n'est pas de bonne qualité, on va quand même privilégier le nutritif. Mais c'est à peu près tout dans la vision de l'intégration du nutritif et du local. Il n'y a pas vraiment un plan stratégique pour faire ça. Alors, ça, c'est ce qu'on a fait. Ce qui est en cours, je vous le disais, là, maintenant, on va aller dans les milieux pour voir comment ils prennent leurs décisions. Puis, là, on ne va pas dans les milieux exemplaires uniquement. On va un peu partout, mais on va aller voir comment on prend ces décisions, puis à quel moment on s'intéresse à la provenance, à quel moment on utilise, quels sont les points éventuellement qui posent problème pour concilier les deux. Ça, c'est en vue de faire notre outil. Donc, on va dresser un portrait de ces processus décisionnels. On va dresser un portrait des besoins en accompagnement, puis on va élaborer une première version de notre outil à moyen terme d'ici la fin du projet. On va le diffuser, puis on espère pouvoir le bonifier à plus long terme pour... on a vu que c'était possible de concilier le local et le nutritif en institution. Simplement, ça prend de savoir de quoi on parle, puis on ne parle pas toujours de la même chose. Je crois que je ne sais pas si c'est mon temps qui est fini, mais c'est excellent timing. Alors, moi, je vais passer la parole à Laurélie pour la suite. Merci, Laure. Alors, j'espère que, comme nous, vous avez vu la qualité des travaux menés par les collègues et toutes leurs équipes, la pertinence également. On le fait avec des évidences scientifiques basées sur des méthodologies rigoureuses. On le fait en partenariat également. On aurait pu vous mentionner plusieurs collaborations qui tendent aussi l'élaboration, la mise en œuvre de ces travaux-là. Et puis, c'est vraiment ancré dans nos valeurs d'utilité sociale qu'on a voulu se doter de moyens supplémentaires pour faire rayonner nos résultats de recherche, pour assurer leur utilité puis leur sortie. Donc, on veut sortir le savoir des murs davantage dans les prochaines années.
Donc, on a eu la chance d'avoir un financement accru pour se doter d'une stratégie qu'on appelle de mobilisation des connaissances, de façon à assurer l'utilité sociale de nos travaux, de les faire mieux connaître et de contribuer au changement souhaité. Donc, comme je le disais, c'est vraiment ancré dans nos valeurs qu'on le fait. C'est historique également. On a des capacités accrues pour les prochaines années, mais c'est depuis le départ qu'on réfléchit dans cette direction-là également, avec un comité des utilisateurs qui nous accompagnait dès le début, même pour identifier nos questions de recherche, pour s'assurer que les choix qu'on faisait étaient utiles, pertinents, etc. Puis on avait dans les premières années également réfléchi à un plan de mobilisation des connaissances pour parler à 4 publics cibles prioritaires, donc la communauté scientifique, bien sûr, parce que les collègues publient avec ce qu'on fait. L'INAF tente aussi de contribuer à ce rayonnement-là. Les décideurs ministériels, parce que vous l'avez vu, on est ancré dans 2 grandes politiques publiques, puis on collabore à d'autres politiques publiques également au niveau du ministère de l'Éducation, la révision de différents cadres de référence. Donc, les décideurs, c'est vraiment un public cible important pour nous aussi parce qu'on veut que ce qu'on fait, ça contribue à la révision des politiques et à l'atteinte de leurs cibles, bien sûr. Puis les 2 autres publics cibles prioritaires, bien sûr, sans surprise, l'industrie bioalimentaire et les consommateurs. Donc, on s'était posé la question dès le départ, comment on devrait parler de façon différenciée à chacun d'eux? C'est quoi l'effort que nous, on doit faire, l'Observatoire, pour combler l'écart réel qui nous a été confirmé entre la production de nos évidences scientifiques et leur utilité sociale, la compréhension puis l'utilisation de ces données-là pour le changement souhaité, soit au niveau de l'amélioration, soit au niveau des politiques, soit au niveau de l'achat des produits améliorés. Donc, on avait amorcé ces questions-là, mais on n'avait pas les capacités pour aller plus loin. On les a maintenant. Puis, puisqu'on veut faire bien les choses, bien, on l'a fait dans le cadre de l'Axe 3 également. On a basé le déploiement de nos actions sur un projet de recherche qui a été supervisé par Véronique avec Marie Le Boutillier que vous voyez à l'écran. J'en profite aussi pour mentionner qu'on a une équipe en appui à cet axe-là aussi. Donc, Julie Perron, qui est professionnelle de recherche, qui assure de main de main ces travaux-là avec Émilie Chouinard-Srips, qu'on va vous présenter là, un petit peu de temps. Donc, c'est l'équipe de l'Axe 3 là, avec qui on déploie tout ça. Le projet mobilisé pour passer à l'action, donc le projet de recherche qui nous a amené à réfléchir notre posture dans ce contexte-là, nous avait permis de faire des groupes de discussion, de rencontrer l'industrie notamment pour comprendre justement c'est quoi l'écart entre nos connaissances et leur compréhension, leur utilisation potentielle. Ça a été une mine d'or, ce projet de recherche-là. Pour nous, ça nous a vraiment amené à développer la posture la plus pertinente, on le souhaite, pour s'adresser ici à l'industrie bioalimentaire. Plusieurs constats ont été générés dans le cadre de ce projet-là, mais dont un sur lequel on a poursuivi l'élaboration de nos travaux, c'est vraiment un important besoin de personnalisation de l'information. Donc, vous l'avez vu, ce qu'on fait, on fait des études filières, on fait des études sur des catégories d'aliments priorisés pour les raisons évoquées par Véronique. Les industriels nous disaient, ben moi, j'en fais des bartends, mais moi, je me situe où versus ma compétition? Est-ce que moi, je suis bon ou je suis moins bon dans les cadrans que vous identifiez? Est-ce que, ils connaissent leur tableau de valeur nutritionnelle, mais ils avaient besoin qu'on les aide à se situer versus la compétition, puis qu'on les aide également à identifier les changements prioritaires pour eux en termes de nutriments ou autres. Donc, ça, éventuellement, ici, on focalise sur différentes dimensions de l'observatoire, mais éventuellement, on fera un autre webinaire à l'automne pour vous parler d'une solution innovante qu'on a mis en place grâce à ces travaux-là, un simulateur nutritionnel, c'est pas le vrai nom, on va pouvoir tout vous présenter ça à l'automne, mais on est allé pousser l'innovation jusqu'à créer un outil dynamique pour l'industrie pour répondre à ces questions-là. Donc, on l'a mentionné, on a du financement additionnel pour nous permettre de sortir le savoir des murs. Donc, avec ces informations-là, ce projet de recherche et les capacités, ce qu'on a fait les 6 derniers mois, c'est qu'on s'est permis d'aller chercher un accompagnateur, M. François Lagarde, un expert en marketing social, qui est venu réfléchir avec nous pour nous permettre d'identifier notre juste posture, nos priorités, puis comment on allait travailler avec ces directions-là, avec ces dimensions-là, dans le fond, d'ici 2025. Ce qu'on a fait avec l'équipe, c'est qu'on a identifié les relayeurs prioritaires. Donc, ici, l'Observatoire, avec les capacités qu'on a, on ne va pas aborder puis développer des grandes campagnes sociétales pour parler aux consommateurs. On ne va pas, par exemple, se doter d'un infolette juste à nous puis des événements juste à nous. On veut vraiment garder notre juste posture. Puis, dans le cadre de notre axe 3, on va aussi collaborer avec des relayeurs qui disposent de canaux communicationnels forts, structurants, structurés pour nous permettre que notre taux d'effort soit vraiment pour les bonnes choses. Donc, produire des évidences, les vulgariser et les déployer, les sortir des murs, mais on ne va pas se doter de modalités communicationnelles. On va vraiment plus faire alliance.
Donc, avec cette intention-là, on a fait une analyse importante, on a ciblé les relayeurs prioritaires avec qui on allait travailler, on a identifié les contenus prioritaires. Sans grande surprise, c'est toutes les données de l'axe 1 qui vont être valorisées en priorité parce qu'elles sont prêtes à être sorties des murs, elles sont prêtes à être déployées. Tout ce que les collègues font dans l'axe 2, on prépare le terrain pour les suites pour qu'elles puissent rayonner également. On a identifié nos balises communicationnelles. Donc, l'observatoire ne se transformera pas. On va rester l'observatoire, on va garder notre juste posture. Donc, on ne va pas commencer à nommer des marques. On ne va pas commencer à classifier les aliments en disant c'est bon, c'est mauvais, tel va tendre, tel autre non, tel autre oui. On commence à rayonner dans différents médias. Donc, vous allez voir, la posture qu'on garde, c'est vraiment de garder des balises plus sur les catégories d'aliments. Puis également, on ne va pas partager des données. En ouvrant le dialogue avec plusieurs des partenaires avec qui on amorce là, les travaux, nous ont dit « Oh mon Dieu, on aimerait ça les avoir, vos sets de données, pour nous en faire des analyses, puis nous peut-être nommer les bons, les mauvais aliments. » À niveau, à ce sujet-là, la balise qu'on s'est donnée, c'est qu'on va plutôt partager nos connaissances. On ne va pas partager nos sets de données, puis ça nous amène à la réflexion également, un chantier qu'on va mener dans les prochaines années sur la gouvernance des données. Donc, on va se doter de balises claires parce qu'on veut vraiment que nos données servent à la recherche, servent à des projets d'études, de maîtrise, de doctorat, servent à d'autres chercheurs qui voudraient regarder des questions de recherche complémentaires grâce à nos données, mais on va se doter vraiment de balises claires, puis on ne va pas sortir nos données comme ça pour des partenaires communicationnels qui feraient sans doute bien des belles choses avec ça, mais qui ne seraient pas dans l'ADN de l'Observatoire. Donc, au niveau de nos 4 publics cibles, on a ciblé les relayeurs prioritaires. Donc, au niveau de l'industrie, on travaille avec AAQ, Amélioration alimentaire Québec. C'est Sonia qui fait une stratégie de 4 webinaires sur les catégories d'aliments pour partager nos connaissances. On a aussi tissé des alliances avec Ecom et Agro-Québec. Donc, l'industrie bioalimentaire va entendre parler de nous beaucoup dans les prochaines semaines, les prochains mois. On veut les intéresser à nos travaux, puis bien sûr faire en sorte qu'ils s'activent dans l'amélioration de la qualité de leurs produits. Au niveau des décideurs et des partenaires, ici, c'est des relayeurs souhaités. M361, 100 degrés, le collectif Vital. Donc, on peut, avec eux, on pense, diffuser nos connaissances de façon intéressante pour atteindre les consommateurs, les mangeurs, etc. Même chose pour Verdict Santé, l'ODNQ également, avec qui on collabore, et pour la communauté scientifique linéaire et les publications scientifiques des collègues également qui permettent de sortir ce beau savoir. Ici, c'est des petits quick looks là, de ce qu'on fait. On a amorcé tout récemment cette stratégie-là, mais déjà, on voit qu'il y a une portée puis de l'intérêt pour nos données. Donc, les webinaires, les articles dans la presse, la présence des collègues à l'épicerie, les articles qu'on a amorcés dans l'actualité alimentaire et bien plus que vous verrez prochainement. Donc, on espère que ça intéressera les publics à qui on s'adresse et que ça contribuera à nos intentions. Donc, c'est sur ça qu'on termine. Véronique, tu peux revenir avec moi. On va finir tout ça ensemble. On vous a partagé rapidement nos travaux, mais bien sûr, on voulait vous passer le message de venir nous voir si ces questions vous intéressent. Véronique l'a mentionné, on est toujours ouverte à de nouvelles collaborations avec des collègues chercheurs, à accueillir des étudiants qui s'intéressent à ces questions-là. Donc, n'hésitez pas à nous écrire si ça fait partie de vos intérêts également. Puis aussi, il va y avoir là, une infolette qui va être développée. Donc, via notre site web, vous pouvez aussi là, vous inscrire là, pour l'infolette et rester là, au courant là, de tout ce qui s'en vient là, pour l'Observatoire. Donc, les remerciements ici importants, comme vous l'avez vu, la grande partie du financement de l'Observatoire, c'est le gouvernement du Québec par le biais là, du ministère de la Santé et des Services sociaux et du MAPAC. Et évidemment, on a l'appui de l'UNAF et de l'Université Laval.